Bonsoir, bienvenue, merci d'être venus nombreux ce soir pour cette conférence plénière des Assises. Alors, les Assises sont le lieu de convergence du marché de la cybersécurité et on y parle techno, cybersécu pendant toute la journée. Et notre objectif avec cette conférence plénière est justement d'ouvrir sur d'autres horizons. Donc nous avons choisi ce soir d'aborder un sujet, de vous projeter dans le futur, un futur qui semble finalement assez proche, même si ça peut paraître de la science-fiction pour certains. Nous avons convié pour cela un intervenant passionnant, au parcours étonnant, que Nicolas va vous présenter dans quelques instants. Donc nous allons accueillir le docteur Laurent Alexandre. Nicolas, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, pour cette session plénière, nous avons choisi de vous parler du hacking du cerveau. Le hacking, vous le connaissez, c'est ce qui fait votre quotidien. Et associer ce terme au cerveau, qui nous appartient à chacun, est effectivement perturbant, parce qu'on est dans un univers de technologie. Et pour justement nous éclairer sur cette question, dessiner des pistes, nous avons convié une personne au parcours atypique. Atypique parce que Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre, puisque c'est un chirurgien, urologue, neurobiologiste, a la particularité d'avoir un parcours académique extrêmement consistant dans nos plus prestigieux établissements que sont l'Institut d'études politiques, HEC ou l'ENA, et également d'avoir un parcours d'entrepreneur, puisqu'il fait partie en tant que fondateur, développeur du site Doctissimo, qui est une réussite éditoriale, une réussite de l'économie numérique, aujourd'hui propriété du groupe Lagardère. Et d'ailleurs, il a, ces dernières années, participé à différents projets d'entreprise du secteur high-tech et dirige désormais une entreprise spécialisée dans le séquençage de l'ADN. Et là, effectivement, on va commencer à voir se dessiner nos problématiques qui vont réunir la santé, la technologie et tous les enjeux liés à ces questions dans leur déploiement, dans les usages et avec les conséquences que cela peut avoir. Alors effectivement, il est l'auteur d'un ouvrage qui a fait du bruit, que vous allez apprendre à mieux connaître à l'occasion de cette soirée, La mort de la mort, chez Jean-Claude Lattès, et effectivement voir comment l'introduction des technologies dans nos vies quotidiennes, dans l'intimité de nos corps, va avoir des conséquences sur nos existences à venir. Alors, il y a un sigle que vous allez entendre à l'occasion de cette session, ce sont les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives, l'intelligence artificielle notamment, et les sciences du cerveau. La réunion, la concomitance de ces différentes technologies va permettre de justement envisager la réparation par tout ou partie d'éléments de notre corps et donc de poser des questions stratégiques. Ça va poser des questions juridiques, des questions politiques, des questions techniques, des questions éthiques. Et donc, effectivement, on va s'apercevoir que c'est un sujet du bien commun et que nous devons tous, quels que soient nos centres d'intérêt, nos responsabilités, nous poser la question. Laurent Alexandre a une phrase en tant que médecin qui peut déranger, c'est effectivement les médecins seront les infirmiers de 2030. Alors, c'est vrai que ça peut forcément choquer cette corporation, et surtout quand il précise « le pouvoir sera aux propriétaires des algorithmes ». Ça, c'est un langage qui parle effectivement aux professionnels de la sécurité des systèmes d'information. En fait, l'objectif étant que le corps humain devienne contaminable potentiellement par un virus informatique avec l'introduction des technologies bioniques. Alors, on va parler de biopirates, de police génétique, et effectivement avec tous les débordements possibles et les atteintes à l'intégrité et à l'identité de ce qu'est l'individu. Le XXIe siècle, résume-t-il, ou en tout cas évoque-t-il dans cet ouvrage, sera le siècle du neurobusiness, mais également du neurobricolage. Et donc, il est important d'avoir cette réflexion dès à présent sur les pistes qui se dessinent à un horizon très court et qui vont être de toute façon partie prenante de notre quotidien. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement pour cette session plénière le docteur Laurent Alexandre. Bonjour, merci aux instigateurs de la réunion de m'avoir invité et à Nicolas de m'avoir présenté. Vous avez le droit de tweeter. Alors, c'est @dr_L_Alexandre.
nous sommes dans un siècle à l'évidence vertigineux. Le séquençage de l'ADN, le bricolage du vivant est en fait un amuse-bouche par rapport au neurobricolage et au neurohacking. Tant notre identité est fondée sur notre cerveau. Nous sommes ce qu'est notre cerveau. Le cerveau était un sanctuaire. Même les dictatures ne pouvaient pas réellement rentrer dans notre cerveau. Un petit peu sous la torture, mais on pouvait quand même mentir sous la torture. Avec les technologies NBIC, les neurotechnologies, nous allons rentrer dans un monde où notre cerveau ne sera plus un sanctuaire. Et ça change tout. Regardons un peu votre métier, qui est aussi un peu le mien. Nous sommes tous des hackers. Je commencerai par ma conclusion. Ma conviction, c'est que le cerveau va devenir le cœur de votre métier. Tant il est vrai qu'au XXIe siècle, les neurosciences et l'informatique sont en train de fusionner. Et un continuum est en train de s'établir entre le cerveau biologique, l'intelligence artificielle, l'IT et les neurosciences. À terme, il n'y aura pas de différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Comme vous le savez, l'histoire de notre cerveau est bien ancienne. Les premiers neurones existaient chez les fossiles comme les trilobites que vous voyez en bas et à gauche, il y a entre 530 et 550 millions d'années. Nos neurones sont le fruit d'une évolution biologique de 550 millions d'années. Ce qui change tout aujourd'hui, c'est que nous sommes assez rapidement en train de nous faire dépasser par le transistor qui n'a que 60 ans d'âge. Le transistor est 10 millions de fois plus jeune que nos neurones. Le transistor est 10 millions de fois plus jeune que nos neurones. Bien sûr, le transistor et le circuit intégré n'égalent pas notre cerveau biologique aujourd'hui, c'est tout à fait clair. L'intelligence artificielle forte, comme on l'appelle, n'existe pas encore. Mais la progression du transistor est spectaculaire. Entre l'IT et les neurosciences, il n'y a pas de différence de fond à terme parce qu'un cerveau, c'est un ordinateur fait de viande. C'est un ordinateur spécial avec des règles de parallélisme massif, ce que n'est pas encore l'informatique, vous le savez bien, malheureusement. Mais fondamentalement, il n'y a pas de différence sur le code final. Le brain hacking, de quoi va-t-on parler ? D'abord, de la différence fondamentale entre le hacking artisanal et le hacking à l'ère NBIC. Entre les deux facettes du hacking, lire le cerveau et manipuler le cerveau, ce qui sont deux choses très différentes. Et bien sûr, la deuxième chose est la plus transgressive. On va voir rapidement quels sont les outils en cours de développement en matière de neurosciences et à quel point ces outils sont dans la main de ce qu'on appelle vulgairement les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, qui partant du web, passant par l'intelligence artificielle, sont en train de devenir les leaders mondiaux de l'ensemble des NBIC, y compris les nanobiotechnologies. Ce qui va poser des problèmes aux États, bien au-delà de la question de savoir si Google paie ou non suffisamment d'impôts sur le sol européen. La neuropolitique va émerger, tant il est vrai qu'il va bien falloir réguler ce que nous allons faire de notre cerveau et essayer de déterminer des limites au hacking du cerveau.
ce qui ne va pas être simple. Le brain hacking fait rentrer votre métier dans des implications philosophiques que vous ne soupçonniez pas il y a 15 ans. Qui aurait dit il y a 15 ans que les gens de l'IT, de par leur proximité future avec les neurosciences, allaient être au cœur des enjeux éthiques, neuropolitiques, les plus fondamentaux de la société du XXIe siècle? La guerre des cerveaux, la guerre de l'intelligence artificielle a commencé. Aujourd'hui, comme vous le savez, ce sont les GAFA, et particulièrement Google, qui mènent la danse. Le problème du cerveau est important parce que nous sommes notre cerveau, notre identité, c'est notre cerveau. Nos idées, notre conscience, notre âme, c'est la conséquence de l'état de nos connexions neuronales et synaptiques. Et d'ailleurs, quand on abîme son cerveau, on est mal. Vous avez tous reconnu Schumacher. Nous sommes bien notre cerveau. Et comme vous le savez, Schumacher est bien fatigué. Au-delà de notre cerveau, on voit bien comment les prothèses qui nous entourent, les objets connectés, deviennent des extensions de notre corps et de notre cerveau, comment l'iPhone et autres smartphones sont en train de devenir des assistants médicaux et des assistants neuronaux. C'est la raison pour laquelle il faut raisonner non pas au niveau du cerveau tout seul, mais avec ces prothèses, le web, l'Internet et nos différentes prothèses, notamment chez les malades, les implants rétiniens, les implants cochléaires, les implants intracérébraux chez les malades qui ont une maladie de Parkinson, etc., etc. Et demain, les implants que les gens sains auront, également la Google Glass, les lentilles, etc., etc. Parlons un petit peu du périmètre du hacking du cerveau. Le neurohacking légal existe depuis que l'homme existe. L'éducation, c'est du hacking légal. Faire apprendre la table de multiplication à un gamin, c'est du hacking. La médecine, la psychiatrie, c'est du hacking. Traiter un malade déprimé ou un schizophrène, c'est bien du hacking. On cherche bien à modifier le tissu synaptique du malade. De même, la police et la justice, un interrogatoire quand on veut savoir si il a tué ou pas sa femme, c'est bien du hacking que fait la police et la justice. Et puis la politique, les médias et la publicité sont aussi des hackers institutionnels. Et vous aussi un peu, même si vous ne vous en rendez pas complètement compte. Enseigner, c'est chercher à apprendre quelque chose à quelqu'un, un enfant ou un adulte, et c'est donc chercher à créer de nouveaux neurones et de nouvelles synapses, puisque le stockage de la connaissance se fait dans l'hippocampe par la création de nouvelles synapses et de nouveaux neurones. Le hacking cérébral a parfois été très sauvage. Ça, c'est Saint-Jean-de-Dieu au Canada. Entre 48 entre 47 et 58, on y a fait plein de lobotomies. C'est-à-dire couper les deux ponts entre les hémisphères cérébraux pour séparer le cerveau en deux. On a fait des lobotomies à plein de gens. Et notamment, dans cette période très catholique au Canada, aux garçons qui se masturbaient trop. Au Québec, jusqu'à la fin des années 50, l'excès de masturbation conduisait à une lobotomie. On coupait le corps calleux du cerveau. Après, on se masturbait beaucoup moins parce que quand on n'a plus de corps calleux, on est un peu neuneux, donc on a du mal à ouvrir son pantalon. De la même façon, la sœur de JFK, la sœur du président Kennedy, a été lobotomisée au début des années 40, à la demande de ses parents, parce qu'elle aimait un peu trop les garçons, ce qui était assez mal vu chez les Kennedy. Et donc on l'a lobotomisée pour éviter qu'elle couche trop, ce qui faisait du tort
à la saga familiale. Elle aussi a été très sage sur le plan sexuel après la lobotomie, parce que la lobotomie a raté et elle s'est retrouvée avec un âge mental de 3 ans, donc elle a fini en institution, en chaise roulante, jusqu'à sa mort. Le hacking légal, en médecine, etc., a toujours existé. Le fait nouveau, c'est que nous sommes en train de passer d'un hacking artisanal à un hacking industriel avec les technologies NBIC. Qu'il s'agisse de médecine, d'école, de la conviction politique, on va maintenant utiliser les algorithmes, les neurotechnologies, les technologies NBIC. Le neurohacking a toujours existé, nous sommes juste en train de l'industrialiser. Et nous l'industrialisons au moment où le choc technologique des NBIC avec leur loi exponentielle arrive, à l'instigation notamment de Google, Apple, Facebook, Amazon et de l'idéologie transhumaniste qui règne dans la Silicon Valley, notamment chez Google. Idéologie transhumaniste, je vous rappelle, qui tient en 3 propositions et qui est l'idéologie des dirigeants affirmés de Google. Euthanasier la mort, développer une intelligence artificielle forte, interfacer l'intelligence artificielle forte avec le cerveau biologique. Quels sont les effecteurs technologiques dont on va se servir pour hacker le cerveau? On va se servir de l'ADN, on va voir comment. Des nanotech, du big data, des traces que nous laissons sur le web, de notre dossier médical, des différentes prothèses électroniques dont nous allons être porteurs, des neurotechnologies bien sûr, et puis des objets connectés comme l'Apple Watch ou notre smartphone. Le starter du neurohacking, c'est la volonté de la Silicon Valley de tuer la mort. C'en est le starter. La vision transhumaniste de la Silicon Valley conduit à chercher à avoir un pouvoir démiurgique sur notre nature biologique, y compris sur notre nature cérébrale, parce que comme le souhaite Google, vivre plus longtemps suppose d'avoir un cerveau plastique. Vivre 200 ans pour être gâteux pendant 120 ans et bien pendant 80 ans n'a pas beaucoup d'intérêt, et donc suppose de développer des stratégies de neuromanipulation pour rendre le cerveau plus plastique plus longtemps. La volonté de Google de tuer la mort, avec l'objectif d'augmenter l'espérance de vie humaine de 20 ans d'ici 2035, est à cet égard fondamentale dans ce changement de paradigme. 20 ans d'espérance de vie de plus d'ici 2035. 20 ans. Time écrit « Est-ce que Google peut vraiment résoudre le problème de la mort ?» Google a déjà investi 1,5 milliard dans la lutte contre la mort et le vieillissement. Et ça n'est qu'un début. Google a une dizaine de boîtes dans le domaine de la lutte contre le vieillissement et le big data en santé, le séquençage ADN, etc. La plus grosse, c'est Calico, que vous connaissez tous et qui est une préoccupation majeure des dirigeants de Google. Les GAFA ont un projet démiurgique et développent l'ensemble des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives. La cognitique réunissant les algorithmes, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et la robotique. Comme vous le savez, elles sont régies par des lois exponentielles, et pas uniquement la loi de Moore, mais aussi la loi de Metcalfe, la loi de Carlson, etc. Ce sont ces lois exponentielles qui expliquent que le coût des enzymes qui modifient l'ADN a été divisé par 1000 en 5 ans et 10 000 en 7 ans, que le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans, et ça va avoir un impact très important sur vos métiers. Le fait que la puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1 milliard tous les 31 années à l'heure actuelle. Mais je ne vais pas vous apprendre la loi de Moore. Le hacking cérébral, il a 2 composantes, comme je vous disais tout à l'heure. La lecture et l'écriture et l'editing.
Bien sûr, la lecture va aller plus vite que l'editing. C'est comme en génétique. C'est plus facile de lire nos chromosomes que de les modifier. C'est plus facile de faire le plan de l'Amazone que de détourner le fleuve Amazone. La lecture du cerveau. Comment va-t-on lire dans votre cerveau dans les années qui viennent? On va se servir du séquençage ADN. Le séquençage ADN ne va pas nous dire ce que vous avez comme souvenir, mais va nous donner des informations extrêmement importantes sur votre structure mentale. Par exemple, il y a une base chimique sur les 3 milliards de changés qui entraîne des modifications importantes de l'empathie. Dans le gène qu'on appelle ocytocine, il y a un variant génétique où il y a une modification d'un ATCG et ça entraîne, selon qu'on a ou pas la mutation, une empathie forte ou une empathie faible. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Lire votre ADN permet de connaître vos patterns psychanalytiques et psychologiques et donc de mieux vous manipuler grâce aux enregistrements cérébraux. En analysant les ondes cérébrales avec les nouvelles technologies, pas l'électroencéphalogramme des années 60, on peut savoir beaucoup de choses sur vous. En regardant ce que vous consultez sur le web, on peut savoir plein de choses sur votre cerveau. Avec les MOOC, en regardant ce que vous faites sur un MOOC, on peut savoir plein de choses sur votre cerveau. En suivant ce qu'il y a sur vos enregistrements HealthKit, en regardant le mouvement de vos yeux au travers de la Google Glass, on peut savoir plein de choses. Votre dossier médical est une mine pour savoir comment fonctionne votre cerveau. On a montré aux États-Unis qu'avec le dossier médical, on peut prédire avec une grande justesse si vous cognez votre femme ou pas. Ceux que ça intéresse, vous avez mon mail, je peux vous envoyer l'article scientifique. Non, je ne vous propose pas de cogner votre femme. J'imagine qu'il y en a assez peu qui cognent leur femme ici. Et puis, on va utiliser les enregistrements des différentes prothèses que nous allons avoir, car nous allons être de plus en plus interfacés avec des prothèses électroniques pour approcher ce qu'il y a dans notre cerveau. L'analyse du fonctionnement cérébral, la connaissance de tous les liens entre nos neurones et nos synapses, qu'on appelle le connectome, et on a 100 000 milliards de connexions dans notre cerveau, à peu près 100 milliards de neurones, chaque neurone ayant 1000 synapses avec des neurones plus ou moins voisins. Le connectome progresse vite, au fur et à mesure que la puissance informatique augmente. On va, dans les années qui viennent, analyser des paquets de quelques millions de neurones, puis quelques milliers, puis analyser à distance le fonctionnement des neurones individuellement. Paul Allen, dans son institut, analyse la génétique du cerveau avec des moyens considérables. Paul Allen est l'une des plus grandes fortunes du monde, c'est le cofondateur de Microsoft, comme vous savez. Vous avez le Human Brain Project en Europe, vous avez le projet Brain aux États-Unis. La connaissance du cerveau et donc notre capacité à distance et avec différents moyens de comprendre comment fonctionne le cerveau va progresser très vite dans les années qui viennent. Alors, le projecteur étant dégueulasse, vous ne voyez pas très bien mes magnifiques images, c'est très dommage. Ce sont des neurones. Hein. Notre capacité à lire le cerveau et à comprendre le cerveau suit bien évidemment la croissance de la puissance informatique. Pour la faire courte, il faut, pour représenter les 100 milliards de neurones, à peu près un hexaflop. Et vous savez bien que la puissance informatique maximale dans le monde aujourd'hui, c'est le TN2, c'est 33 pétaflops, 33 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc il va falloir attendre 2018-2019. Pour représenter toutes les synapses, il faut un zetaflop, 1000 milliards d'opérations par seconde à peu près, c'est ce qu'estiment les neuroscientifiques. Et pour simuler complètement le cerveau, on estime qu'il faut un iotaflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations par seconde, quelque chose qu'on devrait avoir au tournant des années 2040. La puissance informatique est fondamentale. Bien sûr, la connaissance de plus en plus subtile qu'on va avoir va poser des problèmes. On a bien vu que la NSA a menacé d'une amende de 250 000 $ par jour Yahoo s'il n'ouvrait pas la backdoor
pour avoir accès à nos enregistrements sur Yahoo. Il est clair que demain, la NSA cherchera à avoir une backdoor sur notre cerveau au fur et à mesure où des acteurs neurotechnologiques auront un accès en lecture à notre cerveau. Pour mieux contrôler Al-Qaïda, il est à craindre que la NSA pense que la neurotechnologie soit plus efficace que les tortures à Guantanamo. Connaître votre cerveau, vous n'avez pas besoin de mettre des implants intracérébraux. Ce que vous faites sur le web suffit. Vous êtes 500 dans la salle, il y a à peu près 8% d'homosexuels ici, 40, certains sont mariés, certains, personne ne le sait. Il y en a peut-être la moitié pour lequel c'est connu, la moitié c'est caché. Le MIT a montré qu'à partir de votre social graph sur Facebook, on peut prédire avec une extrême précision si vous êtes gay ou hétéro. On prend les identités ce soir. On fait d'ici demain matin un outing forcé et tout à fait ignoble sur quelques dizaines de personnes qui ne demandent absolument pas à ce que leur vie privée soit connue. D'ailleurs, moi je conseille aux gens qui veulent cacher leur vie sexuelle un peu trop tumultueuse de supprimer leur compte Facebook, s'ils veulent éviter que leur chef de bureau et leur femme soient au courant trop facilement. Si y en a que ça intéresse, je peux vous passer le travail du MIT. Les gens du MIT ont appelé ça le gaydar, la fusion de gay et de radar. C'est d'une efficacité absolument redoutable. C'est bien du brain hacking. De savoir si on est gay ou hétéro, c'est quelque chose de très intime dans le cerveau. Il suffit de faire un tout petit peu de big data, c'est du petit big data, et on connaît votre identité sexuelle. Et hop, en voiture Simone. Alors, je n'aurais jamais dû mettre cette image. Je suis en train de réaliser avec effroi que vous comprenez enfin que les responsables de sécurité informatique ont un petit sexe. Ben, sinon, vous n'auriez pas ri. Je m'en excuse. La CNIL m'interrogeait récemment sur l'intimité. L'intimité dans le futur, qu'est-ce qu'il faut protéger comme dada? Est-ce qu'il faut empêcher les méchantes multinationales d'accéder à nos données, etc. Et je leur avais sorti cette photo, non pas pour rendre envieuses les nymphomanes, simplement pour leur expliquer qu'il y a des centaines de milliers de jeunes gens qui mettent des photos à poil d'eux sur Internet, et que donc l'intimité en 2014 n'est pas la même chose que ce que la CNIL envisageait en 1975. Et là, j'ai mis une photo gentille, parce que les ados mettent de plus en plus de photos d'eux en train de baiser avec leur copine ou leur copain. Là, c'est prude. J'ai longuement expliqué à mes enfants qu'il ne fallait absolument pas faire ça, que c'était une très mauvaise idée, parce qu'à 40 ans, on pourrait éventuellement se sentir ridicule lors d'un entretien d'embauche. Surtout si le droit à l'oubli sur Internet est supprimé. Bref. Cette génération Y, si ça se trouve, ça ne la gênera pas d'être dans une transparence cérébrale totale. Il n'est pas certain que la neurotransparence soit vécue comme offensante pour les nouvelles générations. Quelques mots d'editing cérébral. Agir sur le cerveau, par les technologies, les neurotechnologies, on le fait déjà depuis un certain temps. Les premiers implants intracochléaires, pour permettre aux enfants sourds d'entendre en branchant des circuits intégrés dans le cerveau, c'est 1990. Les implants intracérébraux dans la maladie de Parkinson, dans les troubles psychiatriques graves, c'est à partir de 2007, 2008, 2009. Les implants rétiniens, c'est 2012. Encore très peu de pixels, hein, quelques centaines de pixels, mais on espère atteindre 25 000 pixels vers 2020-2022.
les premiers médicaments modulateurs du comportement, la Ritaline chez l'enfant, ça fait une dizaine d'années. Ces technologies sont en plein développement et nous ne sommes qu'au tout début. Vous voyez bien qu'en hackant ces dispositifs, en hackant un implant cochléaire, on peut donner des hallucinations auditives à quelqu'un. En hackant un implant rétinien, on peut donner des fausses images à quelqu'un. Et les implants rétiniens, ça va concerner beaucoup de gens. Je vous rappelle qu'1 sur 3 d'entre vous dans cette salle va faire une dégénérescence rétinienne liée à l'âge, la DMLA. 1 sur 3. Si ce n'est pas vous, c'est votre voisin de gauche ou votre voisin de droite. Et il est peut-être gai ce que vous saurez ce soir. En utilisant le guédard du MIT. Bon, je ne vous le donnerai pas ce soir pour pas que vous passiez une mauvaise soirée, je le donnerai demain matin, la référence. Vous voyez qu'au travers de tous ces dispositifs médicaux, il est possible de hacker le cerveau dès à présent. Mais nous avons en fait d'autres prothèses que les prothèses médicales. Google est une prothèse. Changer le paramétrage de votre compte Google, c'est changer une partie de votre mémoire. Modifier le paramétrage de vos MOOC, ça va modifier la façon dont vous apprenez, c'est une façon de vous manipuler. Changer certaines choses dans votre disque dur, c'est aussi une façon de changer votre cerveau de substitution. Mettre de nouvelles archives. Pirater Skype Translator, c'est une façon de modifier la discussion que vous avez avec votre collègue japonais, le jour où ce sera au point, parfaitement. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le dur. Chez l'animal, et dans pas longtemps chez l'homme, on commence à pouvoir modifier les souvenirs, supprimer des souvenirs. Alors, je ne vous expliquerai pas comment on vérifie qu'une mouche on a modifié un souvenir chez la mouche, c'est un peu compliqué, mais on a des protocoles pour savoir qu'on est capable de mettre un souvenir ou de retirer un souvenir à une souris ou à une mouche. On fait ça de façon simple. On est capable de modifier les souvenirs des animaux, y compris des mammifères. Alors ça, c'est un petit peu invasif, ce sont des systèmes laser qu'on met, ce qu'on appelle l'optogénétique électronique. Mais ça permet de modifier complètement le fonctionnement cérébral. Un certain nombre de devices, de simulations transcrâniennes sont en train d'arriver. Il y en aura des dizaines et des dizaines à l'horizon de 2025. Certains se révéleront pas très efficaces, d'autres se révéleront efficaces. La loi du marché fera la différence au sein du grand neurobusiness technologique. Quand on parle de neurotechnologie, on ne peut pas ne pas parler de Google. Google est le leader mondial de la neurotechnologie. Google est le seul neurorévolutionnaire, avec des objectifs inouïs en matière de hacking pour notre bien, de notre cerveau. L'objectif de Google est à l'évidence la fusion de l'IT et de la neurologie, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les citoyens, mais qui est une bonne nouvelle pour vos métiers. Vous avez 100 ans de business devant vous. Le neurobusiness, c'est faire tout ça. Lire le cerveau, aider le cerveau, renforcer le cerveau, fabriquer du cerveau, réparer le cerveau, sélectionner les cerveaux, interfacer les cerveaux et enfin transférer les cerveaux. Certains d'entre vous connaissent ma conviction que j'explique souvent dans mes tribunes dans le monde. Le vrai territoire de Google, ça n'est pas un pays. Le vrai territoire de Google, c'est notre cerveau. De façon soft, et puis maintenant de façon neurotechnologique. Et il y a là aucun agenda caché, aucun complot. C'est un projet politique qui est expliqué par les dirigeants de Google à longueur d'interview. Tout ce que fait Google, de la robotique à l'intelligence artificielle, en passant par la génétique, la Google Car, les lentilles chez les diabétiques, tout cela a des visées neurotechnologiques.
Google, effectivement, veut nous orienter, veut nous servir de mémoire de substitution, augmenter nos sens avec ses lentilles, la Google Glass, etc., développer l'intelligence artificielle et la robotique, créer le cerveau 2.0, assurer une vie longue au cerveau, et puis enfin, uploader le cerveau dans la matrice. Kurzweil, qui est le directeur du développement et l'ingénieur en chef de Google, réaffirmait il n'y a pas longtemps sa conviction qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Larry Page, le chef executive officer et cofondateur de Google, expliquait à CNN « Notre ambition pour Google, notre modèle pour Google, c'est HAL 2000. » Vous savez, l'automate qui tue les astronautes dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, vous êtes trop jeune ici, mais j'ai 55 ans, donc je suis plus vieux que vous en moyenne. Moi, quand j'étais petit, on voyait HAL 2000, anagramme d'IBM, qui tuait les astronautes dans la station orbitale. Et donc, devant l'œil affolé du journaliste de CNN, ne comprenant pas très bien ce que voulait dire Page s'est repris en disant « Oui, HAL 2000, mais un HAL 2000 qui n'aurait pas le bug qui conduit à tuer les astronautes. » Ça n'est que moyennement rassurant quand même. Sergey Brin expliquait il y a quelques semaines « Nous allons faire des machines qui raisonnent, qui pensent et qui font les choses mieux que nous, humains, pouvons les faire. » C'est bien de la neurotechnologie, l'intelligence artificielle. Kurzweil, à Vancouver, expliquait gentiment que dès 2035, et 2035 c'est demain matin, c'est aussi près de nous que la mort de François Mitterrand, dès 2035, nous aurons des nanorobots pour nous connecter au cloud, des nanorobots intracérébraux, ce qui nous donnera des capacités extraordinaires et fusionnera l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. On est bien dans un hacking massif du cerveau. Et on est au cœur du projet transhumaniste. Bien sûr, il y a quelques intérêts business. Kurzweil soulignait dans la foulée que Google connaîtra la réponse aux questions avant qu'on les ait posées, évidemment. Il y aura un circuit électronique court vers le cloud computing qui permettra à Google de pouvoir nous répondre avant qu'on ait formulé la question. Et il précisait que Google nous connaîtra mieux que notre partenaire sexuel et probablement mieux que nous-mêmes nous connaissons. Et il ajoutait, en mars dernier, à TED, en prévenant son auditoire qu'il était urgent d'agir, « Dépêchez-vous de vous préparer à la pensée hybride », c'est-à-dire à être capable de mélanger votre intelligence biologique issue de vos neurones avec l'intelligence artificielle qui sera connectée par des nanorobots à vos neurones, ce qu'il appelle la pensée hybride. Je vous conseille de regarder la vidéo sur YouTube de cette conférence du directeur du développement de Google. Il lui semble profondément naturel que nous apprenions à gérer le mélange de notre cerveau et de connexions électroniques intracérébrales. C'est bien un projet neuro-révolutionnaire. C'est bien un projet neuro-transgressif. Et c'est bien du neurohacking, une forme particulièrement hard de neurohacking. Alors, avoir des implants dans le cerveau, c'est sympathique, mais ça pose quelques problèmes. Vous savez qu'on a démontré il y a quelques années qu'on pouvait, pour les pacemakers connectés à Internet, où les médecins peuvent paramétrer le pacemaker à distance, on a démontré qu'on pouvait les hacker à distance. Les gens qui ont démontré ça étaient des gens bien intentionnés, ils n'ont pas tué 100 000 cardiaques d'un clic de souris, mais ils auraient pu le faire. Ils se sont contentés de faire un article pour alerter les pouvoirs publics. D'ailleurs, Dick Cheney, le vice-président américain, a coupé la connexion Internet électronique de son pacemaker pour que des hackers ne cherchent pas à tuer le vice-président en passant par son pacemaker.
Ce qui se rapproche aussi un peu du hacking cérébral, c'est la robotique. Nous allons avoir de plus en plus de robots. Vous savez bien que Google est devenu le leader mondial de la robotique, a racheté les 8 plus belles boîtes mondiales de robotique, enfin 8 des plus belles boîtes mondiales. Demain, nous allons avoir des automates de deuxième génération qui vont remplir de plus en plus de tâches complexes. Hacker le cerveau des robots, c'est potentiellement quelque chose de très dangereux. Quand vous avez ce robot-là à gauche, qui est un robot développé par Google comme robot domestique dans quelques années, s'il est hacké, il peut vous tuer d'un coup de main, sans vouloir vous affoler sur un trip de type Terminator versus Robocop. Mais il y a un vrai risque. De la même façon, hacker le cerveau électronique de la Google Car pourrait conduire à écraser les gamins qui vont à la piscine en sortant de l'école assez facilement. Donc, en matière de brain hacking, il va falloir raisonner sur nous, mais aussi sur l'intelligence artificielle et les robots. On peut faire beaucoup de mal en hackant une Google Car. On peut faire beaucoup de mal en hackant une Google Car. Il y a, on va rester dans l'automobile une seconde, il y a beaucoup d'inquiétudes d'ailleurs dans la Silicon Valley. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a lancé un cri d'alarme il y a quelques semaines sur les dangers de l'intelligence artificielle. Le fondateur de DeepMind a expliqué dans les gazettes que l'intelligence artificielle pouvait exterminer l'humanité dès le XXIe siècle. DeepMind, qui est la société d'intelligence artificielle que Google a rachetée. Et comme vous le savez, Stephen Hawking a fait une tribune émouvante dans le Guardian où il disait que les scénarios la Terminator ne sont pas du tout impossibles. Il y a une forme un peu particulière de hacking qu'il va y avoir, de hacking cérébral, c'est le retour de l'eugénisme. Avant, la seule chose qu'on savait regarder sur un bébé, c'est s'il avait une trisomie 21 ou pas. Maintenant, on peut regarder toutes ses caractéristiques génétiques, c'est-à-dire lire la totalité des 3 milliards de bases ADN, très précocement dans la grossesse et sans faire d'amniosynthèse, avec une simple prise de sang chez la maman. La puissance informatique a tellement augmenté qu'on est capable, en séquençant le sang de la mère, de séparer l'ADN du bébé et l'ADN de la mère, parce qu'il y a un petit peu d'ADN du bébé qui passe dans le sang de la mère. On passe d'une amniosynthèse tardive, on regarde s'il y a 3 chromosomes 21, et dans 97% des cas, on avorte de l'enfant trisomique, à un dépistage précoce de la totalité du génome de l'enfant, y compris des gènes impliqués dans les prédispositions intellectuelles. Dans le même temps, les Chinois ont lancé un grand programme de séquençage des surdoués afin de déterminer les variants génétiques qui expliquent les différences de quotient intellectuel. Borgström, l'intellectuel d'Oxford, a montré qu'on pouvait augmenter de 60 points le quotient intellectuel d'un individu. Et 23andMe, filiale génétique de Google, a un brevet sur la sélection génétique des embryons. Vous voyez que là, c'est une forme particulière de hacking neurologique dans le futur. C'est la transformation de la façon dont nous procréons qui pose des problèmes tout à fait majeurs. Alors, le hacking ultime, c'est quoi? Le hacking ultime, c'est le projet du directeur du développement de Google, Ray Kurzweil, l'upload cérébral, c'est-à-dire de transférer le contenu de notre cerveau dans des circuits intégrés. Nous en sommes loin d'un point de vue technologique. Plus loin que Kurzweil le pense de mon point de vue. Mais il est clair que son objectif neurotechnologique sur l'upload pose d'immenses questions politiques et philosophiques. Time a fait un article plutôt sympathique sur ces technologies d'upload et expliquait de façon très décontractée que c'était une façon de devenir éternel. À titre personnel, mais à 55 ans, on est déjà un vieux con, je ne suis pas forcément
complètement enthousiastes à l'idée d'avoir ce type d'implant dans le cerveau. Les 30 ou 40 années qui viennent sont les années de la neurorévolution, qu'il s'agisse de lecture du cerveau ou de modification du cerveau. Le bricolage du vivant et du cerveau, mené d'abord par GAFA et par les idéologues transhumanistes, dans un monde où, le fondateur de Netscape a raison, dans un monde où le logiciel dévore le monde, avec une explosion de l'intelligence artificielle, pas dans les 5 années qui viennent, mais dans les 50 années qui viennent, pose d'immenses problèmes de sécurité. Et de mon point de vue, la neurosécurité va devenir le premier des droits de l'homme. Notre cerveau, qui était un sanctuaire inviolable, va devenir transparent et ouvert à cause du big data, à cause de la génétique, à cause des implants, à cause de tous les progrès de la neurotechnologie. Il ne faudrait pas que le futur devienne cauchemardesque. Une chose est sûre, le clivage droite-gauche est dépassé. Non pas parce que nos élites politiques de droite et de gauche sont médiocres, à part quelques-uns, mais parce que les enjeux ne sont plus entre la droite et la gauche, mais entre les neuroconservateurs et les neurorévolutionnaires, entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Et le clivage est bien différent du clivage traditionnel. José Bové, qui est à l'extrême gauche en politique, est avec les catholiques intégristes en matière biologique. Il est contre la fécondation in vitro, il est contre la thérapie génique, même chez les enfants malades. José Bové, le gauchiste, est un catholique intégriste dans le domaine des neurotechnologies et des biotechnologies. Il a explicitement dit que la FIVette ne devait pas être développée et que les couples stériles devaient rester stériles. Comme les catho-intégristes. Et je ne porte aucun jugement de valeur. Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le XXIe siècle est le siècle du neurobusiness et de la fusion des neurosciences et de l'IT. Vous allez devenir des neurohackers ou des anti-neurohackers. Vous avez un siècle de business si vous faites l'effort d'apprendre un peu les neurotechnologies. Au passage, quelques conseils. Quand vous allez chez le coiffeur, en 2025, vérifiez que le casque de brushing ne soit pas un enregistreur pétaflopique de vos pensées et que le coiffeur ne vous implante pas des nanopuces au moment où il vous coiffe. Et si vous êtes le président des États-Unis, veillez à ce que le secret de service parte avec votre verre de manière à ce que personne ne puisse, à partir de votre salive, vous séquencer et connaître vos caractéristiques neurogénétiques de manière à vous influencer et vous manipuler. Je vous remercie.